Dans le cadre solennel des salles d'audience, où la justice est censée prévaloir, certains condamnés ont malheureusement connu leur fin. Ces histoires sinistres révèlent que même les salles d'audience peuvent rapidement se transformer en scènes de crimes inattendus, nous laissant sous le choc tout en essayant de comprendre les événements qui ont pu mener à cela. Rejoignez-nous pour faire la lumière sur les tournants inattendus que peut parfois prendre la quête de justice, en vous plongeant dans les histoires choquantes de condamnés qui ont été tués en plein cœur du système judiciaire. Akoo Yadav, né Bharat Kalisharan, était un criminel notoire qui a semé la terreur dans le bidonville de Kasturba Nagar à Nagpur, Maharashtra, pendant plus de 10 ans. Il était impliqué dans divers crimes tels que des vols, des violations de domicile, des meurtres, des viols collectifs en public et des enlèvements. Il avait également une bande de complices qui l'aidait à mener à bien ses activités néfastes. Le soutien de certains officiers de police corrompus et de politiciens qui ont fermé les yeux sur ces atrocités lui a donné beaucoup de pouvoir. Yadav a exploité les privilèges de sa caste et s'en est pris à la communauté dalit, en particulier aux femmes et aux jeunes filles qui vivaient dans la crainte. Il a violé plus de 40 femmes et filles, dont certaines n'avaient que 10 ans. Il a également torturé et humilié ses victimes et menacé quiconque osait résister ou se plaindre de lui. Le règne de terreur d'Akoo Yadav a toutefois pris fin le 13 août 2004, lorsqu'il a été lynché par une foule de 200 femmes dans les locaux du tribunal de district de Nagpur, dans le Vidarbha, Maharashtra, alors qu'il se présentait au tribunal pour une audience concernant l'une de ses affaires de viol. Mais revenons un peu en arrière pour mieux comprendre le déroulement des faits. Monsieur Yadav s'était rendu à la police pour demander une protection après qu'une femme, Usha Narayane, eut déposé une plainte contre lui pour avoir violé une jeune fille et exigé de l'argent d'une autre. Narayan était l'une des rares femmes à avoir osé tenir tête à Akoo Yadav. Une manifestation avait également été organisée contre lui après qu'il s'était rendu chez elle avec une quarantaine de membres de sa bande, menaçant de lui jeter de l'acide au visage. Au cours de la manifestation, un grand groupe d'hommes et de femmes se sont armés de pierres et de bâtons et ont attaqué Yadav et sa bande. Il est intéressant de noter que M. Yadav a été placé en garde à vue pour assurer sa sécurité après la destruction de sa maison par la foule en colère. Quelques jours plus tard, le 13 août, Yadav a comparu devant le tribunal de district de Nagpur. Ce jour-là, qui était aussi le jour du lynchage, des centaines de femmes de Kasturba Nagar se sont rassemblées devant le tribunal pour demander justice pour elles-mêmes et pour leurs compagnes d'infortune. Elles sont venues armées de couteaux, de poudre de piment, de pierres et d'autres armes. Dès que les femmes ont soupçonné que leur bourreau serait à nouveau acquitté sans être puni, elles ont forcé l'entrée de la salle d'audience où Akoo Yadav était présenté au juge. Au cours de l'audience, M. Yadav s'est montré confiant et a menacé de donner une leçon à chacun d'entre eux. Il est même allé jusqu'à traiter de prostituée une femme qu'il avait déjà agressée. Cette déclaration a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les femmes de la communauté dalit. Alors, comme poussées par un signal d'appel inconnu, toutes les femmes présentes dans la salle d'audience, au nombre de 200 à 400, se sont spontanément levées et l'ont attaqué avec fureur et colère, lui assénant plus de 70 coups de couteau. Elles lui ont également jeté de la poudre de piment et des pierres au visage, et lui ont coupé le pénis. Les policiers et les agents de sécurité ont été totalement maîtrisés par la foule en colère, qui a également blessé certains d'entre eux. Les femmes ont affirmé qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de se faire justice elles-mêmes, car elles avaient perdu confiance dans le système judiciaire et la police. La police a ensuite arrêté plusieurs femmes impliquées dans le lynchage, mais elles ont ensuite été acquittées par le tribunal en raison du manque de preuves, de témoins et de manifestations dans la ville. Le State CID a également affirmé que le lynchage avait en fait été perpétré par 4 hommes protégés par les femmes, mais aucune des femmes n'a accepté cette version. David Paradiso était un homme de 28 ans, accusé d'avoir tué sa petite amie, Eileen Pelt, d'un coup de couteau brutal en 2006. Il a été arrêté après que sa mère, Debra Paradiso, a déclaré à la police qu'il l'avait forcé à le conduire avec le corps de la victime dans le comté d'Amador, où il l'avait jeté, le meurtre ayant eu lieu dans sa voiture alors qu'elle conduisait. Il a été inculpé de meurtre et d'enlèvement et risque la peine de mort s'il est reconnu coupable. Paradiso n'était pas étranger à la vie criminelle puisqu'il avait passé plus de 3 ans dans des prisons d'État pour adultes et avait déjà séjourné dans une prison de l'autorité californienne pour la jeunesse. Son passé criminel comprend des accusations liées au vandalisme, à la drogue et à l'alcool. Le procès de Paradiso s'est ouvert en février 2009 devant la Cour supérieure du comté de San Joaquin à Stockton, en Californie. Son avocat, Charles Pacheco, a fait valoir que Paradiso était sous l'emprise de la méthamphétamine au moment du meurtre et qu'il n'avait ni l'intention ni la préméditation requise pour une condamnation pour meurtre.
Il a également affirmé que Paradiso souffrait d'une maladie mentale et avait des antécédents de toxicomanie. Paradiso s'est présenté à la barre des témoins pour assurer sa propre défense. Pendant son témoignage, sa mère s'est énervée et est sortie de la salle d'audience. La juge, Cinda Fox, a demandé une suspension d'audience et a congédié le jury. Alors que les jurés s'en allaient, Paradiso a soudainement quitté la barre et s'est approché du juge par derrière avec un instrument de coupe inconnu. Il s'en est pris à la juge, la soulevant et lui donnant des coups de poing et peut-être des coups de couteau dans le bras. 2 huissiers se sont précipités pour intervenir, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, il a été abattu par un inspecteur de police assis au premier rang. L'inspecteur, Eric Bradley, était l'enquêteur principal dans l'affaire Paradiso. Le décès de Paradiso, touché à la tête, a été constaté sur place. La juge, quant à elle, a été transportée à l'hôpital avec des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Elle a déclaré aux journalistes qu'elle allait bien alors qu'on la sortait du palais de justice sur une civière. L'incident a choqué et indigné la communauté juridique et a soulevé des questions sur les mesures de sécurité du palais de justice. Il a également suscité une controverse sur la question de savoir si la famille de Paradiso avait prévenu les autorités qu'il possédait une arme et qu'il était dangereux. Son frère, Aaron Paradiso, a déclaré qu'ils avaient signalé ses problèmes mentaux et a dit à son avocat qu'il ne voulait pas venir à la barre. Sa mère a déclaré qu'ils avaient dit à la prison, il y a 2 semaines, qu'il avait une arme, mais qu'ils ne l'avaient pas trouvée. En fait, Paradiso avait déjà été inculpé en janvier 2008 pour possession d'une arme mortelle dans sa cellule de l'établissement professionnel d'EL à Tracy, où il était incarcéré. Selon le procureur adjoint Steve Miller, l'arme que Paradiso avait en sa possession semblait être une lame de rasoir. Il a également ajouté qu'il s'agissait d'une pratique courante, les lames de rasoir semblant être facilement disponibles dans l'établissement. Sanjeev Maheshwari, alias Sanjeev Jiva, était un gangster notoire et un proche associé de Mukhtar Ansari, un gangster devenu politicien de l'Uttar Pradesh. Jiva a été impliqué dans plusieurs affaires de meurtre, d'extorsion, d'accaparement de terres et d'autres crimes dans l'ouest et l'est de l'Uttar Pradesh. Il était également co-accusé dans les meurtres de 2 dirigeants du BJP, Brahm Dutt Dwivedi et Krishnanand Rai. Jiva est né dans le village d'Adampur, dans le district de Shamli, en Uttar Pradesh. Il était également souvent impliqué dans des activités criminelles qui se déroulaient dans l'est et l'ouest de l'Uttar Pradesh. Jiva a ensuite rejoint le gang Nazim à Haridwar, avant de former son propre gang avec Satendra Barwala. À partir de là, il est devenu un fidèle disciple de Mukhtar Ansari et a opéré sous sa protection et son patronage. Il a également attiré de nombreux jeunes hommes dans son gang en leur offrant de l'argent et des biens illégaux. Le nom de Jiva est apparu pour la première fois dans le cadre de l'assassinat du dirigeant du BJP Brahm Dutt Dwivedi et de son tireur en février 1997. Dwivedi revenait d'une cérémonie de tilak dans le district de Farrukhabad lorsqu'il a été pris en embuscade et abattu par Jiva et ses associés. Le nom de Jiva est également apparu dans le meurtre de Krishnanand Rai, député du BJP, qui a été tué avec 6 autres personnes dans une embuscade dans le district de Ghazipur en novembre 2005. Les assaillants, armés de fusils d'assaut AK-47, ont encerclé les 2 véhicules dans lesquels se trouvaient Rai et 6 de ses associés et les ont arrosés de balles en plein jour. La police a trouvé plus de 400 douilles sur les lieux, le corps de Rai portant à lui seul 21 balles retrouvées. S'il a été acquitté en 2005 pour le meurtre de Krishna Rai, il avait déjà été condamné à la prison à vie pour la mort de Dwivedi en 1997. Il est intéressant de noter que Jiva a continué à diriger son empire criminel derrière les barreaux. Il a même réussi à attirer plusieurs jeunes hommes dans son gang. Sa femme, Payal, s'est d'ailleurs présentée aux élections législatives de 2017 sous l'étiquette du RJD, mais elle a perdu. Cependant, Jiva a connu sa fin le 7 juin 2023, lorsqu'il a été abattu à l'extérieur du tribunal civil de Lucknow par un assaillant inconnu déguisé en avocat. Jiva se rendait au tribunal pour une audience dans l'une de ses affaires lorsqu'il a été attaqué par l'homme armé, qui a tiré 8 balles sur lui. Jiva est mort sur le coup, tandis qu'un enfant et un fonctionnaire de police ont été blessés dans l'incident après que les balles l'ont traversé. Le tireur, identifié par la suite comme étant Vijay Yadav, a été arrêté par la police. La mort de Jiva a été considérée comme un revers majeur pour Mukhtar Ansari, qui avait récemment été reconnu coupable d'une autre affaire de meurtre et condamné à la prison à vie. Certains ont également émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une rivalité entre gangs ou d'une vendetta politique. D'autant plus que le suspect arrêté a également avoué avoir collecté 2 millions de roupies indiennes, soit l'équivalent de 24 000 $, auprès de l'ami d'un gangster assassiné pour tuer Jiva.
Jitender Man Gogi était un autre gangster indien qui a été abattu au tribunal le 24 septembre 2021. Gogi était l'un des gangsters les plus célèbres d'Inde qui opérait dans la région de la capitale nationale. Il était impliqué dans divers crimes tels que des meurtres, des extorsions, des enlèvements et des détournements de voitures. Il a également été accusé d'avoir tué un chanteur populaire et un homme politique. Un aspect de la vie de Jitender Gogi qui n'est peut-être pas connu de tous est que Gogi, le gangster indien et le chef du célèbre Gogi Gang, était autrefois un athlète prometteur. Pendant ses années d'école et d'université, il a remporté plusieurs médailles en volley-ball. Cependant, sa carrière sportive a été interrompue à l'âge de 17 ans en raison d'une blessure à l'épaule droite qui l'a empêché de rejouer. La vie criminelle de Gogi a commencé lorsqu'il était adolescent et étudiant au Swami Shraddhanand College. Il a participé aux élections étudiantes de l'université de Delhi en 2010 et s'est lancé dans une guerre des gangs avec son rival Sunil Tajpuria alias Tilou, qui était autrefois son bon ami. Depuis lors, il est devenu le principal suspect dans de nombreux meurtres très médiatisés, notamment celui de la chanteuse Aryanvi Archita Dahiya, qui aurait été assassinée par Gogi pour le compte de son beau-frère. Il a également tué Devender alias Pradhan, un associé de Tilou, dans le village d'Alipur, à Delhi. Il est également responsable du meurtre de Ravi Bardwaj, un autre associé de Tilou, dans le quartier de Pitampura, à Delhi. Il a également assassiné Virender Man, un dirigeant du BSP, à Narela, Delhi. Alors que la police avait réussi à le coincer à plusieurs reprises, Gogi avait réussi à s'échapper 3 fois de la garde à vue avec l'aide de ses associés. En fait, la tête du gangster était mise à prix pour un montant de 700 000 roupies. Il avait également étendu ses ailes et formé une alliance avec un autre gangster, Sandeep alias Kala Jatedi, basé à Dubaï. Gogi a été arrêté par la police de Delhi en mars 2020 après que son proche associé, Kuldeep Mahan, alias Fadja, a publié une photo de 3 tasses de Starbucks sur les médias sociaux. Grâce à cette photo, la police a pu remonter jusqu'à un appartement de Gurgaon et a arrêté Gogi et Fadja. Bien que Fadja se soit ensuite échappé de l'hôpital, il a été tué lors d'une rencontre avec la police. Même depuis sa cellule de prison, il a continué à pratiquer l'extorsion de fonds. Lui et son ami gangster Jatedi, oui, celui qui est basé à Dubaï, ont également tenté d'extorquer 50 millions de roupies indiennes, soit l'équivalent de plus de 600 000 $, à un homme d'affaires basé à Dubaï. Cependant, Gogi a connu une fin difficile le 24 septembre 2021, alors qu'il se trouvait dans un tribunal de Rohini, à Delhi, pour l'audience d'une affaire de meurtre. 2 hommes, déguisés en avocats mais en réalité membres d'un gang rival, ont réussi à passer la sécurité sans se faire repérer et ont ouvert le feu sur Gogi, le tuant sur le coup. Dans le chaos qui a suivi, la police a rapidement riposté en tirant sur les assaillants, identifiés comme étant Rahul et Jagdeep, et en les tuant. Il a été révélé par la suite qu'ils avaient été engagés par Tilou et ses associés pour mener à bien la mission d'éliminer Gogi. Il va sans dire que Gogi a toujours été la cible de nombreux gangs en raison de son ascension rapide dans le monde du crime. Klaus Grabowski était un boucher de 35 ans qui vivait à Lübeck, en Allemagne de l'Ouest, dans les années 1980. Il avait un casier judiciaire pour attouchement sur mineurs et avait subi une castration et un traitement hormonal pendant sa détention. Le 5 mai 1980, il a enlevé, violé et assassiné Anna Bachmeier, une fillette de 7 ans qui était sa voisine et qui avait séché l'école ce jour-là. Selon les rapports, dans la matinée du 5 mai 1980, Anna a eu un désaccord avec sa mère, ce qui l'a bouleversée et l'a amenée à vouloir rencontrer une amie. Elle a donc décidé de ne pas aller à l'école ce jour-là. Faisant semblant de se rendre à l'école, Anna quitte son domicile. Mais un voisin, qui n'est autre que Klaus Grabowski, l'attire dans un appartement en lui promettant qu'elle aura toutes les chances du monde de jouer avec ses chats. Malheureusement, Grabowski en a profité pour agresser sexuellement Anna pendant plusieurs heures. Il l'a ensuite étranglée avec un collant de son fiancé et a jeté son corps dans une boîte en carton près d'un canal. Il a été arrêté le soir même, après que son fiancé eut prévenu la police et avoué le crime. La police a également pu retrouver les restes d'Anna et a inculpé Grabowski pour son enlèvement, son viol et son meurtre. Il a cependant nié avoir abusé sexuellement d'Anna et a affirmé qu'elle avait tenté de le faire chanter après l'avoir séduit. Grabowski est également allé jusqu'à affirmer qu'il avait commis le crime parce qu'elle avait menacé de révéler l'agression à sa mère s'il ne lui versait pas d'argent. Grabowski n'était pas un novice en la matière, car ce n'était pas la première fois qu'il était jugé pour pédophilie. En 1973, il a été mis à l'épreuve pour avoir étranglé une fillette de 6 ans. Quelques années plus tard, il comparaissait à nouveau devant un tribunal pour avoir abusé sexuellement de 2 enfants de 9 ans. C'est à cette époque que Grabowski a eu le choix entre la castration chimique et la prison, et qu'il a opté pour la première solution. Cependant, vers 1978,
Il a commencé secrètement une thérapie hormonale pour inverser les effets de la castration. Le procès de Grabowski pour le viol et le meurtre d'Anna Bachmeier, âgée de 7 ans, s'est ouvert le 3 mars 1981 devant le tribunal de district de Lübeck. La mère d'Anna, Marianne Bachmeier, était également présente dans la salle d'audience en tant que témoin. Elle a été mise en colère par la négation du crime et du témoignage de Grabowski et a décidé de venger la mort de sa fille. Ainsi, 3 jours après le début du procès, Marianne Bachmeier a introduit clandestinement dans la salle d'audience bondé un pistolet Beretta 70 de calibre 22 dans son sac à main et a tiré 7 fois dans le dos de Grabowski alors qu'on le conduisait à son siège. Certains rapports indiquent qu'il est mort sur le coup, tandis que d'autres suggèrent qu'il est mort sur le chemin de l'hôpital. Madame Bachmeier a été immédiatement arrêtée sans résistance et inculpée d'homicide involontaire avec préméditation. Elle s'est adressée au juge dans la salle d'audience. « Je voulais le tuer. Je voulais lui tirer dans le visage, mais je lui ai tiré dans le dos. J'espère qu'il est mort. » L'affaire Bachmeier a suscité une vaste couverture médiatique et un débat public en Allemagne et au-delà. Elle a été jugée en 1983 et condamnée à 6 ans de prison, mais elle a été libérée sur parole après avoir purgé environ 2 ans. Elle est toutefois restée sous surveillance pendant 2 ans et 10 mois après sa libération. Marianne Bachmeier s'est installée à l'étranger pendant un certain temps, avant de revenir en Allemagne, après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Elle est décédée en 1996 à l'âge de 46 ans et a été enterrée à côté de sa fille à Lübeck. Si l'histoire de Brian Nichols ne ressemble pas à celle des noms précédents de cette liste, elle n'en reste pas moins intéressante, comme vous le verrez dans un instant. Brian Nichols est un criminel notoire qui s'est échappé d'un tribunal d'Atlanta, en Géorgie, après avoir tué 4 personnes en 2005. Nichols est né à Baltimore, dans le Maryland. Il a également joué au football à l'université, mais il a abandonné au bout d'1 an et s'est installé en Géorgie en 1995. C'est à cette époque que son entourage a commencé à remarquer que Nichols avait un don pour les ennuis. Il a néanmoins réussi à se faire embaucher par des entreprises telles que Hewlett-Packard et UPS. Brian Nichols s'est fait connaître du grand public lors de son procès pour le viol de son ancienne petite amie. Il avait été appréhendé pour de multiples chefs d'accusation, dont le viol, l'enlèvement et l'agression de son ancienne petite amie. Tous ces crimes auraient été commis après qu'il eut découvert que sa petite amie de l'époque sortait avec un pasteur de l'église qu'ils fréquentaient tous les deux. Alors que son premier procès s'est soldé par une fin de non-recevoir, Nichols a été convoqué pour un second procès. C'est à ce moment-là qu'il s'est déchaîné. Au cours de cette période, les amis et la famille de Nichols se sont inquiétés de son éventuelle évasion, d'autant plus qu'il avait tenté de mettre au point un plan d'évasion avec un ami. Le jour du procès, le 11 mars 2005, Nichols a maîtrisé une adjointe du shérif qui se changeait au palais de justice du comté de Fulton, lui a volé son arme et l'a battue jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma. Il s'est ensuite lancé dans une fusillade, tuant le juge qui présidait son procès, un greffier, un autre adjoint du shérif et, plus tard, un agent de l'immigration. Nichols ne s'est pas arrêté là. Il a également kidnappé et volé plusieurs personnes au cours de sa fuite. Voilà quelqu'un qui a le chic pour les ennuis. En raison de la gravité de la situation, une récompense de 65 000 $ a également été offerte à toute personne fournissant des informations susceptibles de conduire à l'arrestation de Nichols. Nichols a finalement été capturé après une vaste chasse à l'homme qui a duré 26 heures. La chasse à l'homme a gagné en popularité et a même fait l'objet d'une émission télévisée, America's Most Wanted, dont l'objectif est de traduire les criminels en justice. Lors d'un nouveau procès en 2008, Nichols a affirmé qu'il avait agi en état de légitime défense et son avocat a également soutenu qu'il était atteint d'une maladie mentale et qu'il ne devait pas être tenu pour responsable de ses actes. Finalement, Nichols a été reconnu coupable des 54 chefs d'accusation retenus contre lui pour son crime lors de l'évasion et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Slobodan Praljak était un Croate de Bosnie qui a servi dans l'armée croate et le Conseil de défense croate pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine dans les années 1990. Il était également philosophe, sociologue, réalisateur de films et de pièces de théâtre et homme d'affaires. Praljak est né le 2 janvier 1945 à Kaplina, en Yougoslavie, aujourd'hui Bosnie-Herzégovine. Son père était un agent de l'agence de sécurité OZNA, qui a participé à la traque et à l'assassinat de membres de l'État indépendant de Croatie, un État fantoche nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Praljak a fréquenté le lycée avec Gojko Sušak, qui est devenu plus tard ministre de la Défense de la Croatie. Il est intéressant de noter que Praljak est diplômé de 3 facultés de Zagreb: génie électrique, philosophie et sociologie et art dramatique. Il a ensuite travaillé comme professeur,
conférencier et artiste indépendant. Outre sa vie intéressante, Praljak a également réalisé plusieurs films, émissions de télévision et pièces de théâtre. Cependant, en 1991, après le déclenchement de la guerre d'indépendance croate, Praljak a volontairement rejoint les forces armées croates nouvellement formées. Il participe à la défense de Sunja, une ville proche de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. En 1992, il devient représentant du ministère croate de la Défense dans la République croate d'Herzégovine-Bosnie. Praljak est également devenu le chef d'état-major du Conseil de défense croate, l'aile militaire de Herzeg-Bosnia. Il a participé à plusieurs opérations militaires contre l'armée serbe de Bosnie et l'armée de Bosnie-Herzégovine, composée principalement de Bosniaques, également connus sous le nom de musulmans de Bosnie. Après la guerre, Praljak a été inculpé en 2004 par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis pendant la guerre croato-bosniaque. Un conflit entre Herzeg-Bosnia et le gouvernement bosniaque qui a duré de 1992 à 1994. Il s'est volontairement rendu au TPIY et a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Ce vétéran à la retraite a été accusé d'avoir participé à une entreprise criminelle commune visant à nettoyer ethniquement certaines parties de la Bosnie et Herzégovine des non-croates, en particulier des bosniaques. Il a également été accusé d'avoir ordonné ou omis d'empêcher des attaques contre des civils, d'avoir détruit des sites culturels et religieux et d'avoir commis 5 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. C'est ainsi qu'en 2013, Praljak a été reconnu coupable par le TPIY et condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il a toutefois tenté de faire appel de sa condamnation et de sa peine, mais cette démarche n'a eu que peu d'effet. Après avoir entendu son verdict confirmé une nouvelle fois, Praljak s'est levé et a déclaré « Les juges ne sont pas des criminels de guerre. Messieurs les juges, Slobodan Praljak n'est pas un criminel de guerre. Avec dédain, je rejette votre verdict. » Il a ensuite bu à partir d'une petite bouteille qu'il avait introduite clandestinement dans la salle d'audience. Le président du tribunal a alors suspendu la séance et demandé une assistance médicale. Praljak a été transporté d'urgence dans un hôpital local où il est décédé peu après. Il a ensuite été incinéré en privé à Zagreb. Par la suite, une autopsie a déterminé que Praljak avait ingéré du cyanure de potassium, une substance hautement toxique qui provoque un arrêt cardiaque. Sa mort a provoqué le choc et l'indignation de nombreux Croates de Bosnie, qui l'ont considéré comme un héros et un martyr. Michael Marin était un ancien trader de Wall Street, un avocat et un millionnaire qui menait un style de vie somptueux et aventureux. Il voyageait dans le monde entier, escaladait les plus hautes montagnes et collectionnait des œuvres d'art de grande valeur. Cependant, sa vie a pris un tournant tragique lorsqu'il a été accusé d'avoir mis le feu à son propre manoir en Arizona et qu'il s'est suicidé dans une salle d'audience après avoir été reconnu coupable d'incendie criminel. Avant sa mort, Marin a travaillé pour plusieurs sociétés financières prestigieuses telles que Lehman Brothers, Merrill Lynch et Salomon Brothers, principalement dans le cadre de leurs activités en Asie. Il a gagné des millions de dollars et a acheté en 2008 un manoir de 3,5 millions de dollars à Biltmore Estates, une communauté fermée de Phoenix, en Arizona. Amateur d'art, il a également acquis une collection d'œuvres d'art, dont des gravures de Pablo Picasso. Marin était plus qu'un homme ordinaire, car il recherchait le frisson et l'aventure dans sa vie. C'est ainsi qu'il a voyagé dans des endroits exotiques et escaladé 8 des plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest en 2001. Il a également appris à piloter des avions, à sauter en parachute, à faire de la plongée sous-marine et à conduire une Rolls-Royce. Cependant, la fortune de Marin a commencé à décliner et par conséquent, il ne pouvait plus se permettre de payer l'hypothèque mensuelle de 17 250 $ de son manoir. Il a tenté de la vendre lors d'une vente aux enchères caritatives en 2009, mais il n'y a pas eu d'acheteur. En proie à la ruine, Marin décide alors de mettre le feu à sa maison de 6 600 pieds carrés et de réclamer l'argent de l'assurance. Le 5 juillet 2009, il a donc mis en place un plan élaboré d'incendie criminel. Il a allumé 4 petits feux dans différentes pièces de sa maison en utilisant des matériaux inflammables et des annuaires téléphoniques au rez-de-chaussée. Il a ensuite échappé aux flammes en descendant par une échelle de corde depuis sa chambre à coucher, vêtu d'un équipement de plongée, après avoir appelé le 911. Il a également donné une interview depuis son lit d'hôpital, expliquant l'incident et la chance qu'il avait d'avoir le scaphandre qui l'a aidé à s'échapper. Cependant, son histoire n'a pas convaincu les pompiers qui se sont attaqués à l'incendie, car ils soupçonnaient que le feu avait peut-être été déclenché intentionnellement. Des enquêteurs spécialisés dans les incendies criminels ont donc été invités à se prononcer sur l'affaire. C'est à partir de ce moment que le sort de Marin a été scellé. Dès que le verdict a été prononcé, Marin s'est mis les mains sur la bouche. Il avale alors un petit objet qu'il a caché dans sa paume.
Quelques minutes plus tard, il s'est effondré sur le sol et a commencé à convulser. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où son décès a été constaté. L'autopsie a confirmé que Marin était mort par suicide en ingérant du cyanure. Les enquêteurs ont également trouvé dans sa voiture un bidon étiqueté comme étant du cyanure, qu'il avait commandé en ligne en 2011. Ils ont également trouvé un courriel tardif de Marin à son fils, qui disait que son testament était en ordre et que sa voiture pouvait être trouvée à un certain endroit, au cas où les choses ne se passeraient pas bien au tribunal. Sial Angelo était un jeune homme qui a vécu une vie de criminalité et de violence et qui est mort dans une fusillade dramatique au tribunal en 2014. Il était membre du Tongan Crip Gang, ou TCG, un gang de rue qui opérait à Salt Lake City, dans l'Utah. Au sein du gang, il a été impliqué dans des vols, des agressions, des fusillades et des activités de racket depuis son adolescence. La carrière criminelle d'Angelo a commencé alors qu'il n'avait que 14 ans, selon les dossiers judiciaires. Il a participé à plusieurs braquages de supérettes à Salt Lake City et a gagné le surnom de Sit-Down parmi les membres de son gang. Il a également été arrêté à plusieurs reprises pour divers délits tels que le vol, le cambriolage, l'agression et la possession d'une arme à feu par une personne soumise à des restrictions. Angelo purgeait une peine de 15 ans de prison pour avoir joué un rôle dans une course-poursuite en 2007. Au cours de laquelle un autre membre du gang avait tiré sur des marshals américains lorsqu'il a été inculpé en 2010 avec 16 autres membres du TCG pour racket fédéral. Selon l'acte d'accusation, les membres du gang ont conspiré pour commettre des crimes violents afin de servir les intérêts du gang et se sont livrés à des actes d'agression, de conspiration, de vol et d'infraction à la législation sur les armes. Sial Angelo est le dernier des 17 accusés à être jugés, certains de ses co-accusés ayant plaidé coupables ou coopéré avec les autorités et ayant été condamnés à des peines de 10 à 30 ans de prison. Le procès de Sial Angelo s'est tenu le 21 avril 2014 dans le nouveau palais de justice fédéral du centre-ville de Salt Lake City. Le palais de justice était équipé de dispositifs de sécurité ultramodernes, mais il manquait une chose: des rideaux pour couvrir les tables de la salle d'audience. En conséquence, la juge Tena Campbell a ordonné qu'Angelo ne soit pas attaché devant le jury. Ils étaient loin de se douter que cette décision serait fatale. Le premier témoin, Viola Tenifa, ancien membre du TCG, avait accepté de témoigner contre Angelo et d'autres. Alors qu'il commençait à décrire la structure et les activités du gang, Angelo s'est soudainement levé de son siège à côté de son avocat et a saisi le stylo de ce dernier. Il s'est ensuite élancé vers Tenifa et a sauté par-dessus la barre des témoins, le bras droit levé au-dessus de la tête, tenant le stylo dans l'intention manifeste de poignarder Tenifa. Tenifa a réussi à esquiver l'attaque d'Angelo, et un marshal américain qui gardait la salle d'audience a réagi rapidement et a sorti son arme à feu. Prenant soin d'éviter de viser la galerie, le marshal a tiré 4 fois sur Angelo, le touchant dans le dos. Angelo a ensuite été transporté à l'hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures. Bien que la famille d'Angelo ait intenté un procès pour mort injustifié contre le marshal américain qui l'a abattu, celui-ci a été innocenté par le FBI et une commission d'examen. Perry Manley était un homme qui en voulait depuis longtemps au gouvernement fédéral et au système judiciaire pour des questions de pension alimentaire. En fait, il en a fait son métier et est devenu une sorte d'activiste pour les droits des pères non gardiens après un divorce amer et une bataille pour la garde des enfants en 1989. Manley a divorcé de sa femme en 1989 et a eu 3 enfants avec elle. Il prétendait qu'il était injustement contraint de payer une pension alimentaire pour ses enfants alors qu'il n'avait qu'un droit de visite limité. Il pensait également que l'État et les tribunaux conspiraient contre lui et d'autres pères n'ayant pas la garde de leurs enfants, raison pour laquelle il blâmait continuellement son ex-femme, l'État, les tribunaux et plusieurs de ses anciens employeurs pour ces problèmes. Pour cette cause, Manley a intenté plusieurs procès contre les agences gouvernementales et les fonctionnaires, mais ils ont tous été rejetés par les juges. Il a également protesté contre le système de pension alimentaire en portant un panneau sandwich sur lequel était écrit « State Raped » et en défilant dans les rues de Bremerton, sa ville natale. Manley était en colère et frustré par sa situation et se défoulait souvent par le biais de courriels adressés à diverses personnes, y compris des journalistes, des politiciens et des activistes. N'oublions pas d'ajouter qu'un juge avait également retenu une partie de son salaire au motif qu'il était intentionnellement sous-employé, afin de pouvoir se soustraire aux paiements relatifs à la garde des enfants, qui s'élevait à plus de $600, ainsi qu'aux arriérés de paiement qui s'étaient accumulés pour atteindre plus de $8 000 en 2002. Pour cela, Manley a été emprisonné et a perdu plusieurs emplois. Il a également exprimé sa sympathie pour John Mohammed, le tireur d'élite du Beltway, qui a tué plusieurs personnes en 2002,
en disant qu'il avait été poussé à la violence par sa femme qui lui avait enlevé ses enfants. Le 20 juin 2005, au lendemain de la fête des pères, M. Manley a donc décidé de prendre des mesures radicales pour attirer l'attention sur sa cause. Il est entré dans le tribunal fédéral de Seattle vêtu d'une tenue de camouflage et d'un sac à dos attaché sur la poitrine. Mais ce n'est pas tout. Manley, 52 ans, a tenté d'entrer dans le bâtiment en évitant le contrôle de sécurité tout en tenant une grenade à main datant de la Seconde Guerre mondiale. Manley a été arrêté par les agents au sol qui ont immédiatement remarqué la grenade. Il a toutefois refusé de se rendre, même si les agents ont tenté de le dissuader de se suicider, au cours d'une confrontation qui a duré plus de 20 minutes. Cependant, après que Manley a fait un mouvement furtif avec la grenade, les officiers n'ont eu d'autre choix que d'ouvrir le feu. Il a reçu 2 balles et a été tué sur le coup. Malheureusement, la police a découvert par la suite que la grenade était inactive, le fond ayant été percé. Les démineurs ont également fouillé le sac à dos qu'il portait et n'y ont trouvé qu'une planche à découper, qui aurait servi de protection contre les balles de la police, ainsi qu'une copie de son testament. Lequel de ces condamnés tués au tribunal vous intrigue le plus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi, pour d'autres vidéos captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes actuellement affichées sur votre écran.